Il y a trop de groupes trotskistes. Combien, je ne sais pas. Certains sont tout petits. Disons qu'en tout, il doit y en avoir une trentaine. Et tous se réclament de la 4e internationale. Ma vision des choses, moi, je revendique cette histoire, celle des militants qui ont disparu, lutté. Je suis très fière de notre histoire. Trotsky a dit en 1940, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale, la 4e internationale aujourd'hui, c'est une poignée d'hommes. Un jour, nous serons des millions. Il pensait qu'on allait assister à un processus semblable à celui de la révolution soviétique, mais il s'est trompé. Du fait de l'hécatombe économique et de la guerre, la classe ouvrière a été confrontée à des millions de problèmes au niveau mondial. Mais la 4e internationale n'a pas attiré des millions de gens. Dès sa création, elle a été sectaire. Trotsky a été sectaire. Il a fait une erreur de diagnostic. Et c'est pour ça qu'il a sous-estimé des forces très utiles qui auraient pu contribuer à la révolution. Lénine n'a pas commis cette erreur avec la 3e internationale. Il a su s'allier à d'autres groupes politiques. Je répète, la 4e internationale est née petite, dans un climat de persécution contre Trotsky. Elle a d'ailleurs fait preuve d'un immense courage en restant dans la ligne du marxisme, de la classe ouvrière. C'est indéniable. Personne d'entre nous ne serait ici sans le trotskisme. Mais il a eu des limites, de grandes limites. Inévitablement, nous, trotskistes, sommes devenus sectaires. Nous étions les meilleurs du monde, pas vrai? Les plus sains, les seuls à envisager un monde nouveau. Mais dans le fond, nous étions sectaires. Et fatalement, à bien des égards, on s'est rapproché de certaines méthodes héritées du stalinisme. Beto Pianelli est le syndicaliste révolutionnaire du métro de Buenos Aires. C'est un militant de la 4e internationale. Les grèves du métro ont été une réussite. Ils ont obtenu tout ce qu'ils ont demandé. La journée de 6 heures. Ils ont fait sauter le plafond salarial qui a été bloqué depuis 10 ans. Ils ont doublé les salaires. Les grèves dans le métro servent de modèle à la recomposition du mouvement ouvrier en Argentine. Ils sont les pionniers des luttes de classe du 3e millénaire. Face aux caméras, en plein conflit, on affirmait que tout serait vite réglé. L'entreprise rétablit la journée de 6 heures qu'elle a supprimée il y a 10 ans. Elle renonce à installer des distributeurs automatiques et le conflit est réglé en 2 minutes. La balle est dans son camp, à elle de débloquer la situation. C'était ça notre message à l'opinion publique. À l'entreprise, on disait, il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays et vous parlez d'installer des distributeurs automatiques, vous êtes fous. Vous êtes une entreprise subventionnée qui n'est même pas propriétaire du métro puisqu'il appartient à l'État. En substance, voilà quel était notre discours. Pendant la conférence de presse, on a sorti la liste des noms des 6 ou 7 principaux dirigeants de la société, avec ce qu'ils gagnaient. Et gagner combien? Leur porte-parole, qui n'arrêtait pas de dire qu'on avait de gros salaires, gagnait 25 000 pesos par mois. À la radio, voilà ce que ça donnait. Lui, vous gagnez 1500 pesos pour 6 heures de travail et vous êtes guichetier. Nous, vous êtes le porte-parole, vous avez la clim, vous travaillez dans le calme et vous en gagnez 25 000. Et vous avez le culot de nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Vous gagnez 5 fois plus que le président de la République. Le vice-président de la société, lui, gagne 45 000 pesos. Et vous nous traitez d'immoraux parce qu'on en exige 1500, parce qu'on en gagne 1000 et qu'on demande 50% d'augmentation. Les immoraux, c'est vous. Une chose est claire, les nouveaux maîtres du pays, ce sont les sociétés privatisées. Ces gens se sont appropriés les grandes entreprises et ils exploitent toutes les richesses de la vieille Argentine.
vie de Ricardo Napuri est comme un roman. À l'âge de 13 ans, il travaille dans une mine au Pérou à 4000 mètres d'altitude. À 22 ans, il est chassé de l'armée péruvienne pour désobéissance grave. Il est déporté en Argentine. Il devient membre du syndicat de la presse et dirige d'importants conflits. En 1959, il se met au service du Che pour impulser la guérilla au Pérou. En 1978, il devient député et sa coalition, le FOSEP, obtient 21% des voix à l'Assemblée. C'est la première fois en Amérique latine qu'une organisation qui se réclame du trotskisme obtient un tel pourcentage. À l'époque où j'étais lieutenant dans l'aviation, on m'a donné l'ordre, dans ma base, de réprimer un soulèvement de la gauche, du parti Aprista. Grand dilemme. J'étais un militaire des plus normaux à mes yeux. Mais j'ai estimé que je n'étais pas entré dans l'armée pour tuer. Pour mes collègues, c'était une réaction aberrante. Les militaires sont censés obéir. On appelle ça l'obéissance due. Si on leur donne l'ordre de réprimer des civils et des militaires, ils répriment et ils tuent. Dans les colonies, mais aussi dans leur propre pays. Et moi, j'ai dit non. Et parce que j'ai dit non, au nom de mes convictions les plus profondes, sociales mais surtout éthiques et humaines, j'ai été sanctionné. J'ai été jugé vite fait et déporté. Ils m'ont emmené à la frontière et expulsé en Argentine. Je suis par conséquent un des premiers à avoir violé le principe militaire de l'obéissance due. On doit tous exécuter les ordres sans douter ni critiquer. L'application de ce principe aboutira en Argentine au massacre de la dictature et au problème du jugement des militaires qui se pose encore. C'est un bel épisode de ma vie et je le revendique. Tu continues à croire qu'il est possible d'ouvrir la voie et de créer un instrument de lutte qui aide à y parvenir. Comment tu vois les choses? Concrètement, je dirais ceci. Dans le contexte de la mondialisation et d'un capitalisme barbare qui nous conduit tout droit à la barbarie, il faut repenser l'avenir, dans la mesure où ce capitalisme sauvage agresse le monde entier. Nous avons 50% d'exclus, de marginaux, d'affamés. On est loin de l'armée industrielle de réserve dont parlait Marx, de quelques ouvriers au chômage qui réclament un salaire juste. Le capitalisme actuel prétend fonctionner avec 30% seulement de la population mondiale. Ce sont les prémices d'une tentative de génocide historico-social profond. C'est très grave pour l'humanité. Qui ne comprend pas cette évidence adopte forcément une attitude passive. Et cette attitude passive revient à tolérer et à se rendre complice de cet ordre établi. Nous vivons une transition, une période de réflexion où les idées sont des idées forces. Et tout montre que si on ne sort pas de la barbarie capitaliste, la barbarie peut arriver. Nous devons vaincre le capitalisme pour vaincre la barbarie. Comment bâtir la nouvelle société? C'est là un des grands débats de notre époque, que sous-tendent des milliers d'idées et de réflexions. L'essentiel, c'est que les gens luttent, qu'ils refusent cette vie, qu'ils défendent leurs acquis et refusent de mourir de faim. C'est ce qui garantit la possibilité objective que nous, qui voulons aider les travailleurs à se libérer, nous puissions trouver la voie d'une société nouvelle. Oh
Oh,